Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de JCP. Alors dans cet épisode qui fait suite à l'épisode précédent, on va parler du sujet de l'usage de l'épargne des Français pour financer l'effort de guerre qui est actuellement d'actualité en France. Et donc il y a eu l'annonce hier par le ministre de l'économie de comment cette épargne va être mobilisée. Et nous allons voir ça en détail et voir un peu comment on peut se projeter. Est-ce que ce qui a été annoncé hier ne serait pas qu'un arbre qui cache la forêt? Et on va surtout aborder ce qui n'a pas été dit hier. Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. Donc nous allons regarder l'annonce d'hier, du 20 mars, par le ministre de l'économie, et nous regarderons un peu une structure potentielle du fonds défense qui a été annoncé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de détails qui a été donné hier. Et nous ferons aussi un petit détour par l'Europe, la Commission européenne, qui a, le 19 mars, annoncé l'Union de l'épargne et de l'investissement, également un plan d'usage de l'épargne des Européens. Et nous en ferons une synthèse. Donc hier, il y a eu une annonce par le ministre de l'économie, associé avec le ministre de la Défense. Il y avait toute une réunion à Bercy avec les banques, assurances et autres organismes de financement. Et en parallèle des communiqués dans la presse et la télé, donc il y a aussi un document de presse disponible sur le site du ministère de l'économie, donc vous aurez le lien en description, qui détaille toute la problématique sur le financement donc, de cette BITD. Et vers la fin, donc, vous avez plus d'informations justement sur, sur ce fonds et le financement. Donc parmi tout ce qui a été annoncé, il est évoqué un lancement d'un fonds défense d'une enveloppe maximum de 450 millions d'euros qui servirait donc pour mobiliser cette épargne des Français. Alors plusieurs jours avant et encore hier, le ministre a clairement insisté sur que cet investissement serait volontaire de la part des Français. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de levées de boucliers, beaucoup de commentaires sur le fait que l'État allait prendre l'épargne, allait vous voler votre épargne, ainsi de suite. Donc ce caractère volontaire a été clairement mis en avant hier. Alors l'objectif de ce fonds de défense, c'est de renforcer les fonds propres des entreprises du secteur, donc ce qui s'appelle, j'ai découvert l'appellation, la base industrielle et technologique de défense, BITD, donc c'est toutes les entreprises qui gravitent autour du monde de la défense, donc notamment des PME et des ETI, on parle d'environ 4000 entreprises. Donc bien sûr, il y a les grosses entreprises que tout le monde connaît, mais il y a toutes les petites PME, les sous-traitants, qui sont les fournisseurs de ces grosses entreprises. Et donc l'idée, c'est de renforcer les fonds propres de ces entreprises pour qu'elles soient plus solides financièrement et qu'elles puissent ainsi mieux financer leur développement, notamment être en mesure de mieux emprunter auprès des banques pour se développer, pour investir de leur côté. Donc c'est 450 millions du fonds défense qui collecterait l'épargne privée vient compléter une enveloppe, une totale de 5 milliards d'euros donc pour ses fonds propres. Et le complément entre les 450 millions et les 5 milliards se ferait par le biais d'autres financements publics qui sont déjà existants et donc qui viendraient être utilisés pour ça, et également d'autres fonds défense qui seraient proposés par des investisseurs privés de type banque, assurance, société de gestion, avec comme support les assurances vie et les PER. Donc un autre moyen de collecter de l'épargne des particuliers par le biais de ces fonds en unité de compte qui seraient accessibles via les assurances vie et PER, comme ça se fait aujourd'hui pour beaucoup de placements si vous voulez faire en unité de compte dans les assurances vie PER. Voilà. Et là, il y aurait des fonds, peut-être possiblement des nouveaux fonds de défense proposés par les banques assurances et les sociétés de gestion. Mais les 5 milliards d'euros qui ont été annoncés hier comme besoin de mise à disposition de fonds propres pour les fonds propres des entreprises, donc incluant les 450 millions des épargnants, sont là donc pour
renforcer donc ces entreprises gravitant dans le monde de la défense, et pour répondre aux commandes venant du ministère de la Défense française, mais également des ministères des autres pays européens. Mais tous les besoins de financement public pour que le ministère puisse passer des commandes auprès de ces entreprises n'ont pas été évoqués dans cette annonce. C'est ça le non-dit en fait d'hier. Donc il a été évoqué des besoins de renforcer l'industrie de production des produits, des services gravitant autour de la défense, mais il n'a pas du tout été abordé comment l'État allait commander et comment l'État allait financer les commandes auprès de ces entreprises, puisqu'au final, la défense et régalien, ce sont des commandes publiques vers ces entreprises privées pour fournir les avions, les bateaux, les munitions, les logiciels, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Alors les chiffres ne sont pas 100% clairs, on va dire, mais éventuellement déjà dans la loi de programmation militaire existante qui a été votée en 2023, je crois, jusqu'en 2030. Donc il y a une croissance prévue déjà du budget de la défense, donc plus 17 milliards d'ici 2030 par rapport à aujourd'hui. Les dernières annonces évoquaient un besoin supplémentaire de 50 milliards, donc représentant 1,5% du PIB supplémentaire. Voilà. Mais on ne sait pas aujourd'hui comment ça va être financé. On ne sait pas non plus exactement à quoi ça va servir, enfin, qu'est-ce qui va être commandé, combien de bateaux, combien d'avions, voilà. C'est un sujet qui visiblement est encore en travaux. Est-ce que ce sujet est en attente d'avancement des discussions autour du programme européen qui s'appelle REARM, qui est en fait l'équivalent européen de ce qui se discute en France. Et dans ce programme REARM, il y a notamment l'aspect financement. Donc on parle de 800 milliards, dont 150 milliards qui seraient, en tout cas qui est proposé pour que ce soit des prêts, donc un prêt européen qui soit mis à disposition des pays qui le souhaitent, et 650 milliards qui en fait seraient les investissements des pays, mais consolidés artificiellement au niveau européen pour gonfler l'enveloppe. Ceci dit, comment la France donc, va financer ses commandes publiques dans le domaine de la défense? Est-ce que ça va être comme aujourd'hui par de la dette, puisque de toute façon le budget de la France étant déficitaire, toute dépense aujourd'hui, toute dépense supplémentaire est forcément de la dette, euh, ou alors augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre. Quand on dit impôt, c'est pas forcément impôt sur le revenu, hein, ça peut être différents types de prélèvements obligatoires, mais est-ce qu'il va y avoir des économies sur d'autres dépenses publiques, euh, donc les retraites, le social, le fonctionnement de l'État? Vous avez peut-être entendu l'expression des pensions contre des canons, ou des canons contre des pensions, donc qui fait le parallèle entre les discussions autour de la réforme des retraites qui était ou qui est discutée encore au sein du conclave, et les discussions autour de la défense. Vous avez entendu le Premier ministre qui a dit que en gros, revenir à 62 ans n'était pas possible au regard du contexte actuel de la défense et des besoins de financement. Donc voilà, des pensions contre des canons. Ou alors il va y avoir un nouvel appel à de l'épargne privée. Vous avez vu donc hier finalement il n'y a que 450 millions qui a été évoqué comme un appel à l'épargne privée. Éventuellement plus si on rajoute l'enveloppe qui passerait par le biais de fonds unités de compte sur les assurances vie PER supplémentaires. Parce qu'en tout dans les 5 milliards, il y a 1,7 milliard qui seraient donc des fonds publics. Alors c'est pas clair si les 450 millions sont dans ces fonds publics ou dans les fonds privés. Et donc les 3,3 milliards de fonds privés finalement viendraient aussi d'épargne, de l'investissement des Français dans des fonds, dans leurs assurances vie et PER. Ceci dit, on n'est que, on va dire que 5 milliards, alors qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards nécessaires pour le sujet défense d'ici 2030. Donc comment l'État va financer ceci? C'est clairement le sujet qui manquait hier dans les discussions, et ça ne choque personne qu'on n'en parle pas. C'est vraiment c'est la forêt qui est cachée derrière l'arbre d'hier.
Alors si on essaye de regarder un peu dans le détail ce qui a été annoncé hier et ce qu'on peut extrapoler, de toutes les annonces, qu'est-ce que l'on sait? Donc on parle de 450 millions d'euros comme collecte auprès des particuliers pour ce fonds défense, avec un ticket minimum donc d'entrée de 500 euros. Je ne sais pas s'il y aura un maximum, mais voilà, 450 millions d'euros avec un ticket minimum de 500 euros, ça fait, on va dire, en gros 1 million, enfin 900 000 contributeurs maximum. Et avec un placement d'une durée minimum de 5 ans. Ce fonds défense sera disponible via BPI France, donc qui est un organisme public de financement qui existe depuis un certain temps et qui a justement vocation à à financer, à subventionner des entreprises, donc notamment les entreprises non cotées qui cherchent des fonds pour leur développement, et qui a aussi un volet d'appel à de l'épargne privée. Ça existait déjà, et je vais vous présenter ça. Voilà. Et donc ce serait un nouveau fonds qui serait créé par BPI France pour collecter cette épargne à destination des entreprises de la BITD. Ce fonds va être ouvert dans les prochains mois. Donc les annonces d'hier étaient maigres et dans l'interview du ministre, notamment sur TF1 hier matin, il était clairement très prudent sur ses annonces, il ne s'engageait pas beaucoup. Donc si on essaye d'extrapoler un peu plus dans le détail à quoi pourrait ressembler ce fonds, donc sans certitude, parce que bien entendu, tant qu'il n'est pas créé et annoncé, la structure peut être adaptée. Mais si on se base sur un autre fonds qui est d'ailleurs actuellement ouvert à la souscription au sein de BPI France, donc le FCPR Entreprise 3, donc c'est un FCPR, donc un fonds commun de placement à risque, et en fait c'est vraiment un placement type private equity comme tous les autres placements, que ce soit défense ou pas. Donc le capital serait bloqué sur toute la durée, donc c'est pour ça qu'il parlait de minimum 5 ans, éventuellement plus. Et il ne peut pas être débloqué sauf exception. Donc le capital ne serait pas garanti. Donc en toute théorie, l'argent pourrait être perdu. Vous pourriez ne pas retrouver ni de plus-value, ni même le capital. Et ce qui est donc usuellement pour le private equity et pour le FCPR en exemple de BPI France, donc avec un rendement cible de 8 à 10% annuel, non garanti également. Comme toute unité de compte sur vos assurances vie ou PER, le rendement et le capital ne sont pas garantis. Après, c'est une question de risque. Est-ce que vous acceptez plus de rendement au détriment d'une plus grande prise de risque, ou vous voulez plus de sécurité et donc moins de rendement? C'est le schéma usuel dans les investissements de manière générale. Donc il y aurait également donc, des frais de gestion, même si le rendement annoncé, donc 8 à 10%, est net de ces frais, mais sachez qu'il y a quand même des frais de gestion, donc 3,5% annuels du capital, qui eux partent de toute façon, quel que soit le rendement, ça part dans la poche des différents intermédiaires. Donc il y a BPI France, mais il y a d'autres intermédiaires, les distributeurs et tout ça. Donc il y en a qui gagnent à tous les coups, et puis les investisseurs, eux, ils gagnent peut-être. À cela, il faut ajouter les frais d'enveloppe éventuels, selon l'enveloppe qui serait utilisée pour ces investissements. Le fonds donc, sera accessible en direct, directement auprès de BPI France, ou alors par le biais de l'assurance vie, PER, PEA, PME, donc en fonction du distributeur. Ça va clairement dépendre de qui va vouloir distribuer ce fonds de private equity au sein de ses supports. Et également, aussi en fonction du support et de votre situation personnelle, les plus-values peuvent être imposables. On retrouve un schéma très classique, honnêtement, d'investissement en private equity, pas de garantie en capital et autres, ni en rendement. Voilà. Alors il va falloir attendre bien sûr les détails officiels lorsque ce fonds sera bien défini pour regarder dans le détail. Est-ce qu'il y aura peut-être des clauses spécifiques, un peu de dérogation au schéma usuel, si le gouvernement entend que les gens ne sont pas chauds pour investir sur ce type de fonds de FCPR
parce qu'il n'y a pas de garantie minimum de capital, de rendement et autres. Peut-être qu'ils vont déroger à la règle pour rajouter des clauses de garantie minimale. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été annoncé hier non plus, pour voir un peu, pour sonder le terrain, est-ce que oui ou non c'est nécessaire de déroger au principe général d'un FCPR pour augmenter l'attractivité de cet investissement. D'un autre côté, s'ils rajoutent des conditions de garantie, ça va venir finalement concurrencer les autres offres des banques assurances et sociétés de gestion dans leurs fonds en UC propres qu'ils pourraient proposer. C'est aussi une équation globale qui est certainement prise en compte par le gouvernement lorsqu'ils ont travaillé sur cet investissement, sur ce fonds. Et donc le 19 mars, il y a eu également une annonce par la Commission européenne des grandes lignes de l'Union de l'épargne et de l'investissement. Donc l'idée, derrière tout ça, c'est vraiment de fédérer les finances, les investissements au sein de l'Europe. Ça a été annoncé également dans le contexte du programme REARM, donc de la défense européenne, plus la boussole de compétitivité qui avait été annoncée il y a quelques semaines. Donc je vous renvoie aux épisodes numéro 3 et 4 où on voit ça un peu en revue. Et tout ça, ça rejoint donc les besoins de financement à la fois des sujets écologie, innovation, donc notamment l'intelligence artificielle et la défense au sein de l'Europe, donc qui rejoint finalement les conclusions du rapport Draghi qui était sorti en 2024. Et donc dans l'annonce de cette union de l'épargne et de l'investissement, à présent il est évoqué une épargne européenne de 10 000 milliards d'euros qui, en quelque sorte, dort, donc, et qui sont les dépôts bancaires. Donc, typiquement, typiquement l'argent qui est sur les comptes courants et qui n'est pas investi. Sachant qu'en janvier, lors du Forum économique mondial, ce qui était pointé du doigt, c'était seulement 300 milliards d'investissements de l'épargne des Européens qui seraient en dehors de l'Europe. Alors, ce que je me disais, c'est pourquoi ils sont passés de 300 milliards d'investissements hors Europe qu'il faudrait rapatrier vers l'Europe à cette épargne dormante de 10 000 milliards. Donc, bien sûr, il y a la différence de l'enveloppe, du montant, mais également ça pointait du doigt, ou en tout cas ça revenait à en quelque sorte déclarer on va dire une petite guerre économique avec les US pour que les Européens investissent moins aux États-Unis et plus en Europe. Avec bien entendu des mesures de rétorsion possibles venant des USA vu l'ambiance actuelle. Peut-être aussi pour ça qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et qui maintenant s'attaquent aux 10 000 milliards d'épargne dormante plutôt qu'aux 300 milliards d'épargne déjà investie hors Europe. Et donc dans ce communiqué, je mets la citation du volet vraiment épargne des Européens. Donc les petits épargnants jouent déjà un rôle central dans le financement de l'économie de l'Union européenne au moyen des dépôts bancaires, donc ces fameux 10 000 milliards, mais ils doivent avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, donc là on retrouve le caractère volontaire, comme ce qu'on a eu en France, d'investir une part plus élevée de leur épargne dans des instruments de marché de capitaux, offrant un meilleur rendement, notamment dans la perspective de leur retraite. Et là, ce qui est intéressant, c'est la référence aux retraites, et ça rejoint tous les débats qu'on a actuellement en France sur la retraite par capitalisation, la mise en place d'un volet de cette retraite par capitalisation. Et ce n'est certainement pas une coïncidence, c'est aussi évoqué au sein de la Commission européenne dans cette union de l'épargne et de l'investissement. Alors il y a 3 autres axes qui sont aussi évoqués dans cette union de l'épargne, donc la mise à disposition des fonds, l'intégration européenne de la finance et la surveillance européenne du marché. Mais à ce stade, ce sont encore des grandes lignes et il va y avoir encore des discussions forcément pour la mise en place de tout ça, et chaque pays va certainement chercher à influencer ce qui sera décidé à la fin. Donc si on essaye de faire une synthèse des 2 derniers jours et des dernières annonces, donc l'annonce d'hier confirme le caractère volontaire
de l'investissement de l'épargne des Français dans un fonds de type donc, private equity, un FCPR, pour financer les PME et les ETI du domaine de la défense. Clairement, les détails de cet investissement restent à définir. Comme je disais, peut-être qu'il va y avoir des garanties minimum pour augmenter l'attractivité et faire en sorte que les gens soient, on va dire, convaincus d'investir dans ce fonds. À mon sens, c'est bien que ce volet soit d'investissement et de consolidation des entreprises soit pris en compte, parce que si l'État, si le ministère de la Défense passe des commandes mais que les entreprises ne savent pas fournir, bah, ça sert à rien. Mais encore une fois, donc le cœur du sujet qui est les commandes du ministère et des ministères envers ces entreprises ne sont pas encore définis et surtout on ne sait pas comment ça va être financé en France. Et c'est clairement un sujet à surveiller puisque ça peut, voilà, les idées ne vont pas manquer pour trouver des fonds pour ces dizaines de milliards qui sont annoncés comme nécessaires. Et l'union de l'épargne d'investissement au sein de l'Europe, finalement, pour la partie vraiment épargne, reprend un peu les mêmes lignes directrices que ce qui a été annoncé hier par le ministre de l'investissement volontaire, de réorienter l'épargne qui ne rapporte pas beaucoup vers des placements qui seraient plus rentables, avec le petit volet retraite dans la partie européenne qu'on n'a pas entendu hier au niveau français. Après, si jamais les Français n'investissent pas, ne sont pas convaincus par ce fonds, donc ces 450 millions d'euros, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va falloir passer au stade supérieur non volontaire pour mieux mobiliser l'épargne? Ça reste à voir, il va falloir garder un œil là-dessus et voir comment ça avance. Comme d'habitude, vous retrouverez les sources utilisées pour cet épisode en description sous cette vidéo. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.